Bien que le troisième film sonne comme la fin des aventures de l'archéologue, alors dans la force de l'âge ayant découvert le Graal de tous les artefacts religieux, paradoxalement le Saint Graal lui-même, rien n'interdit de le faire entrer dans un autre cycle qui symboliserait à la fois une nouvelle époque, mais aussi de nouvelles perspectives historiques au cœur du XXe siècle. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, George Lucas ne voit pas du tout The Last Crusade comme le clap de fin pour Indiana Jones. Il baigne même totalement dans l'univers, puisqu'il entame, au début des années 90, la production de l'ambitieuse et copieuse série The Young Indiana Jones Chronicles. Et c'est bien sur le tournage d'un épisode très spécial que l'envie d'un 4e film va naître. Je suis l'auteur du livre Indiana Jones, explorateur des temps passés, publié chez Sœur d'édition, qui me sert de support à l'écriture de cette série de vidéos. Et dans cette 5e partie, nous enjambons majestueusement la série télévisée pour raconter l'histoire tumultueuse du 4e film, dont l'histoire commence 16 ans avant sa sortie en salle. Indiana Jones n'a jamais été une machine. Je pense que l'une des choses que l'on a amené au genre, car nous ne l'avons pas inventé, il était là bien avant nous, George, moi-même et originellement le scénariste Larry Kasdan, c'est permettre à notre personnage d'être blessé, d'exprimer la douleur, de devenir fou de colère, de faire des gaffes, et parfois d'être la cible de ses propres blagues. Ce que je veux dire, c'est qu'Indiana Jones n'est pas le héros parfait, et ses imperfections, je pense, ont aidé les spectateurs à ressentir qu'avec un peu d'exercice et de courage, il pouvait être comme lui. Il n'est pas Terminator. Il n'est pas plus éloigné des gens qui vont au cinéma qu'il est inaccessible pour leurs propres rêves et aspirations. Contrairement à la croyance populaire, la 4e apparition officielle d'Harrison Ford dans la peau d'Indiana Jones date de seulement quelques années après la dernière croisade pour un épisode de la série télévisée Mystery of the Blues, tourné en 1992 en même temps que les prises de vue du film Le Fugitif d'Andrew Davis. L'action se déroule dans le Wyoming en 1950 et l'acteur comme son incarnation a désormais 50 ans, arborant une barbe loin du visage glabre des 3 films. Ce qui est au départ un clin d'œil savoureux se transforme en un véritable désir pour tous les intéressés. George Lucas est néanmoins le seul pouvant proposer une idée. Pendant un temps, tout le monde semble oublier que si le personnage ne vieillit que de 2 ans entre le premier et le 3e film, l'acteur a en réalité vieilli d'1 décennie. La scène du Wyoming de la série en 1950 remet les pendules à l'heure. Le temps qu'un nouveau long métrage se dessine, Harrison Ford approchera la 60aine, et l'époque n'est plus celui de l'âge d'or de l'archéologie, mais des premières observations d'OVNI, dont l'affaire la plus célèbre d'entre toutes, Roswell en 1947. Cet univers n'est d'ailleurs pas plus nouveau que ne l'était celui de l'archéologie en 1981, et Lucas en est rapidement convaincu. Indiana Jones doit avoir affaire aux soucoupes volantes dans un style propre au film de série B, dans la grande tradition du revival des serials et pulp magazine de son enfance avec Star Wars en 1977. Le MacGuffin de ce 4e opus est ainsi tout trouvé, les aliens. Après tout, l'idée avait déjà été évoquée pour Riders, quand Philip Kaufman paraphrasait la théorie selon laquelle l'Arche d'Alliance était un moyen de communiquer non pas avec Dieu, mais plutôt avec une civilisation extraterrestre. Mais au départ, Ford et Spielberg ne s'enthousiasment pas à cette idée. Le mélange des genres ne leur convient pas, puis le réalisateur a déjà versé dans la science-fiction à plusieurs reprises. Tous acceptent néanmoins de donner une chance à ce développement qui n'engage à rien. Lucas lance la procédure en esquissant l'histoire, notamment avec son équipe lors d'entretiens de travail en septembre 1993, avant de confier les notes à Jeb Stewart, scénariste de Die Hard de John McTiernan et Le Fugitif avec Harrison Ford. C'est l'occasion, comme pour les précédents films, de recycler quelques idées qui traînent dans les tiroirs, à l'image d'une scène voyant Jones survivre à une explosion nucléaire dans un réfrigérateur dans la pure tradition pulp, d'une attaque de fourmis géantes, d'un jeu du chat et de la souris avec l'armée rouge, ou encore de voir le héros se marier en guise de finale. Assumant plus que de raison l'hybridation des genres, le premier script est livré en mai 1994 avec pour titre Indiana Jones and the Saucerman from Mars. Le travail continue pendant 1 an, mais en 1995, Lucas finit par percevoir la difficulté d'arriver à quelque chose d'acceptable et change le scénariste pour faire entrer Jeffrey Baum, qui s'attelle à la tâche pour livrer une nouvelle version en décembre 1995. L'homme connaît bien l'univers, puisque co-auteur sur la 3e aventure d'Indy,
Mais le script reste globalement le même, jusqu'en 1996 où Independence Day de Roland Emmerich explose au box-office mondial pour talonner de près le record de Jurassic Park. Spielberg en est désormais certain, il ne veut pas de vaisseaux spatiaux dans le prochain Indiana Jones, avec le risque de voir le personnage être assimilé à des films et une mode qui seraient contraires à ce qu'il est supposé amener au cinéma de son époque. Lucas n'accepte que difficilement l'avis de son ami, mais cède. Le prochain opus n'aura pas de soucoupe volante, c'est entendu, mais il y aura bien des aliens. Et de toute façon, vu l'avancée des choses, Star Wars aura la priorité pour les années à venir. Le script est ainsi mis de côté et voit même survenir le décès de son dernier auteur en date, Jeffrey Baum, en janvier 2000. En février de la même année, Harrison Ford est honoré par l'American Film Institute qui lui décerne un Life Achievement Award. À cette occasion, tout le monde est présent, Frank Marshall et Kathleen Kennedy bien sûr, mais surtout Spielberg et Lucas qui remettent la distinction à l'auteur de 57 ans sur scène. En coulisses, le groupe d'amis passe un excellent moment et se remémore le temps partagé ensemble sur les tournages ou en pré-production, à parler scénario ou cascade, ligne de dialogue ou MacGuffin. 20 ans après la sortie du premier opus, il n'en fallait en réalité pas moins pour remotiver tout le monde à l'idée d'un nouveau film. Peu de temps après la cérémonie, Ford, Lucas et Spielberg se rencontrent pour parler de l'histoire. Car le point bloquant est bel et bien la volonté indéfectible de Lucas de faire de ce quatrième opus une œuvre façon années 50. Il décline par exemple le retour des nazis qui auraient pu se réfugier en Amérique du Sud comme marqueur de la saga. Entre 2001 et 2002, l'histoire est redéfinie pour cette fois tenter de réellement plaire à chaque partie. Exit les soucoupes volantes, mais les aliens sont toujours présents en seconde lecture d'un récit finalement plus tourné vers l'archéologie et l'action que la science-fiction, avec en guise de MacGuffin pas directement les extraterrestres, mais plutôt un objet menant à eux, un crâne de cristal aux propriétés magiques. Tout semble correspondre à l'ADN profond de la licence, même l'artefact qui, en réalité, est déjà au centre d'une aventure de la série Young Indiana Jones, mettant en scène le jeune archéologue et son rival René Belloc, alors collègue et ami d'université, dans des ruines mayas. L'épisode a été écrit mais jamais tourné, et si l'objet est finalement utilisé dans certains des romans originaux, George Lucas recycle l'idée pour le quatrième film qui, désormais, voit arriver un nouveau scénariste également issu de la série, Frank Darabont. Le réalisateur de The Shawshank Redemption en 1994 s'attelle à ce qui devient en 2003 un script très complet et qui plaît énormément à Steven Spielberg, Indiana Jones and the City of Gods, alors que le tournage de l'éprouvant épisode 3 de Star Wars se termine. Contre toute attente, Lucas décide de ne pas valider le scénario, afin de retravailler lui-même dessus. Frank Darabont est sommé de quitter le projet, non sans amertume et très probablement après une grosse dispute avec Lucas. J'ai passé une année à travailler de façon très déterminée sur quelque chose qui m'excitait beaucoup, en étroite collaboration avec Steven Spielberg et en arrivant au final à un résultat qu'on trouvait absolument génial. Il voulait en faire son prochain film, et tout d'un coup, tout a été réduit à néant parce que George Lucas n'aimait pas le script. Je lui ai dit qu'il était cinglé. T'as un script fabuleux. Je pense que tu es malade, George. Vous pouvez lui dire des choses comme ça et il ne bougera même pas d'un iota. C'est la personne la plus obtuse que je connaisse. C'est une énorme déception pour moi, la perte d'une année entière. J'adorerais partager le script, mais ça ne m'appartient pas. Certes, je me fiche totalement de ce que George pourrait penser, mais je ne veux pas briser mon amitié avec Steven. L'équipe ne repart cependant pas de zéro. Alors que les recherches historiques et scientifiques avancent bien avec le chercheur de chez Lucasfilm Joe Donaldson, qui succède à la légendaire Deborah Fine, Lucas et Spielberg font entrer un nouveau scénariste, Jeff Nathanson, déjà crédité sur Rattrape-moi si tu peux en 2002 et Le Terminal en 2004. Le script mis à jour garde fondamentalement ses appuis, tout en voyant des scènes d'action abandonnées, des protagonistes rajoutés comme la fille du héros, et les références aux anciens films sont effacées. Le titre change lui-même plusieurs fois, passant de Indiana Jones and the Phantom City of the Gods, Indiana Jones and the Atomic Ants, jusqu'à Indiana Jones and the Destroyer of Worlds, pour finalement s'établir avec un nouveau et dernier scénariste en la personne de David Koepp, célèbre pour ses scripts de Jurassic Park et The Lost World. En tant qu'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Indiana Jones est le royaume du crâne de cristal. Le script final est validé considérablement en retard en 2006 pour une production imminente. Plusieurs éléments sont discutés pendant toutes ces années qui n'ont bien sûr pas aidé à obtenir la spontanéité des précédents opus. L'un d'entre eux est l'idée de faire revenir Marion Ravenwood dans la vie du héros, après l'avoir quitté sans prévenir, comme l'univers étendu le raconte.
Le personnage incarné par Karen Allen est adoré des fans, elle est l'authentique indie girl par sa ténacité, son indépendance, son répondant et son côté bagarreuse, que toutes les autres incarnations féminines ont eu tant de mal à égaler. Lors du mariage prévu à la fin du script, les auteurs pensent aussi à faire revenir le père, toujours interprété par Sean Connery, officiellement à la retraite, ainsi que le personnage de 2001, incarné par Ki Kwan, en tant que chauffeur du couple fraîchement marié. Mais l'idée qui retient particulièrement l'attention est l'apparition de la fille de Marion et Jones, âgée de 13 ans et qui participerait activement à l'aventure. Spielberg rejette l'idée avec force. C'est exactement ce qu'il a fait dans The Lost World avec la fille du personnage d'Ian Malcolm. Et puisque le film se déroule dans les années 50, autant assumer l'imagerie de cette époque de la plus belle des manières, en transformant l'adolescente en un jeune homme déjà adulte. Avec sa veste en cuir et sa moto, Mutt Williams, incarné par Shia LaBeouf, a tout du Marlon Brando de l'équipée sauvage de Lazo Benedek en 1953, et devient par cette occasion le sidekick par excellence de ce 4e opus. C'est terrifiant de rejoindre cette licence. Tout ce que vous imaginez à son propos se confirme, et vous ne voulez pas être l'élément additionnel qui va ruiner l'ensemble. Vous savez aussi qu'il y aura toutes ces critiques, que ce sera très intimidant. Mais Harrison avait l'habitude de dire avant chaque prise « Ok, allons tourner cette merde ». C'était sa façon de réduire la pression. L'une de ses autres réputations est que c'est un vrai leader. Il est comme le général Patton, celui qui porte l'ensemble. Quand il est là, vous ne sentez plus cette pression. Le jeune acteur de 21 ans prépare le rôle avec le plus grand des sérieux, sa preuve de film que Spielberg lui amène directement chez lui pour incarner au mieux l'époque et le rebelle supposé faire contraste avec l'archéologue universitaire et vieillissant. Le reste du casting s'enrichit d'un vieux professeur d'archéologie interprété par la légende John Hurt et l'antagoniste principal qui, une fois n'est pas coutume, est désormais une femme, Irina Spalko, campée par Cate Blanchett. Afin d'éviter de tomber dans l'écueil du fanservice et de trop jouer sur l'aspect nostalgique de la trilogie, il est décidé finalement de ne pas faire appel à Sean Connery et Ki Kwan. Si certains talents de la trilogie originelle sont toujours présents, comme le compositeur John Williams et le monteur Michael Kahn, d'autres brillent par leur absence, à l'image du directeur de la photographie Douglas Locombe, mort en 2016 à 103 ans, remplacé par Janusz Kaminski, qui tient ce rôle de manière récurrente auprès de Steven Spielberg depuis La liste de Schindler en 1993. Côté travail conceptuel, les artistes d'ILM et d'autres indépendants s'en donnent à cœur joie dès 2004, à l'image d'Eric Tiemens, illustrateur de génie auprès de Lucas dès Star Wars épisode 2, qui s'occupe des vues d'ensemble d'un temple maya, inspiré de l'attraction Temple of the Crystal Skull de Tokyo Disney Sea, ouverte en 2001. Le département des arts, servant notamment à conceptualiser l'Amérique du Sud dans les années 50, est également aidé par la spécialiste en histoire Dominique Arcadio. Parmi les illustrateurs des concept arts préliminaires et des storyboards, le duo Rodolfo D'Amaggio et Colin Grant passe beaucoup de temps à imaginer les environs et extérieurs du temple d'Akator, le cœur de l'aventure de Crystal Skull qui renoue avec la jungle profonde du second opus. Dès le départ, la production renoue avec les habitudes des précédents films, chose qui se perd peu à peu à Hollywood. Être réuni avec George, Steven, Katie et Frank et bien d'autres issus des 3 premières productions est un immense ravissement. Steven a créé une petite armée, faite des meilleurs artisans. Il est tellement prolifique qu'il réussit à maintenir actives ces personnes film après film. La plupart ont déjà 10 ou 15 productions avec lui. Ils savent donc où ils vont, ils comprennent l'homme qui les dirige et ce qu'il faut faire pour répondre à ses demandes exigeantes. Ce nouvel opus est une sorte de retour aux sources pour le personnage et pour l'univers, avec son lot d'actions décomplexées, à l'image des pulps dont il s'inspire. Et à ce titre, Spielberg tient à l'authenticité telle qu'il la conçoit depuis Jaws. Les décors et props se doivent d'être imaginés avec une grande attention, mais surtout créés de toutes pièces par des artisans afin d'offrir le maximum de reproductions réelles. L'équipe ne lésine pas sur la construction de plateaux ayant fait la réputation des 3 premiers films, ce qui permet aussi de casser la mauvaise image véhiculée par la prélogie Star Wars, et son recours trop systématique aux fonds incrustés. L'ironie du sort est que Crystal Skull intégrera aussi une post-production importante d'éléments numériques, comme toutes les productions de son époque, mais dans un style très marqué pour correspondre à l'imagerie propre aux années 50 et 60. Cette formule, considérée comme grossière bien que voulue, éclipse bien malheureusement la réelle nature d'un film dont les plateaux analogiques sont bien plus nombreux en moyenne que les longs métrages à gros budget de la même époque, en plus des nombreux décors réels, notamment en Amérique du Sud. Ça a été une très grosse entreprise.
bien plus que les autres œuvres de Steven Spielberg sur lesquelles j'ai travaillé. Quand j'ai lu le script, j'étais inquiet par le nombre de scènes d'action. Plein de dialogues étaient prévus pendant que les personnages se battaient, roulaient à moto ou sautaient d'une voiture à l'autre. Nous allions devoir gérer ces séquences d'échange alors que les acteurs seraient constamment en mouvement. C'était des scènes compliquées à réaliser, et nous tournions aussi en anamorphique, ce qui a encore plus compliqué les choses. En juin 2007, le pré-tournage débute avec la préparation des acteurs principaux à Los Angeles, au Aqua Dulce Air Park, pour l'entraînement à la conduite motorisée. C'est aussi l'occasion pour Harrison Ford de renouer avec son fameux fouet après 18 ans de séparation. Quelques semaines plus tard, les prises de vue réelles débutent dans l'État du Nouveau-Mexique sous une chaleur écrasante pour la scène d'introduction du film. Comme le veut la tradition, le logo de Paramount apparaît dans les salles obscures avec une transition qui cette fois se fait sur un monticule de terre d'où sort un chien de prairie. Spielberg voulait un paysage splendide et naturel à la National Geographic. Le désert profond et typique du sud-ouest américain, déniché par le responsable des lieux de tournage Mike Fantasia, qui porte son choix sur le Ghost Ranch et son esthétique typée western, aperçu dans Silverado de Lawrence Kasdan, Wild Gusta West de Barry Sonnenfeld, ou encore 3h10 pour Yuma de James Mangold. La nature y est même un peu trop sauvage, et une route en asphalte est construite sur 1 mile, préalablement salie pour les besoins du tournage. Steven a imaginé ce plan sur le moment. C'était notre premier jour de tournage avec Harrison et il s'amusait simplement avec l'ombre du Fedora et on a réalisé que ça pourrait être une superbe introduction. C'est spectaculaire de voir comment Steven peut gérer la pression de tout un film et se donne la possibilité de prendre des chemins différents pour créer des plans géniaux qui sortent de nulle part sinon de son imagination. Ça a fini sur un mouvement de caméra à 270 degrés très complexe, mais comme d'habitude, nous étions tous partants pour le challenge. L'autre grand retour est celui de Marion Ravenwood, cachée au public pendant un temps. À Hawaï, l'actrice Karen Allen doit réserver son hôtel sous un autre nom et doit inventer des excuses pour voyager. Mais à Hollywood, personne n'est dupe et tout le monde voit qu'il se trame quelque chose sous les caméras de Steven Spielberg. Les séquences dans la jungle sont par ailleurs dans l'esprit de la série, avec des scènes d'action tournées en décor réel, des courses-poursuites et des cascades de haut vol, renouant avec la formulation de Riders en 1981. À ce titre, Harrison Ford, 64 ans, ne lésine pas sur l'effort, participant à chaque cascade et refusant les doublures sinon pour mettre au point les scènes avant tournage. Certes, il se fait voler parfois la vedette par le fils du héros qui possède son propre thème musical, mais là encore, la formulation est identique à celle de Temple of Doom, où Demi-Lune était omniprésent, lui-même avec son accompagnement orchestral grandiose pour illustrer ses propres scènes d'action. La séquence du hangar 51 est une prouesse visuelle, en décor construit avec un minimum d'effets visuels, l'une des plus complexes du film, où l'acteur principal s'en donne à cœur joie. L'anecdote en clin d'œil aux fans est symbolisée par les quelques notes de l'Arche d'Alliance de John Williams, en faisant apparaître l'artefact qui avait été entreposé par le gouvernement au même endroit plus de 10 ans auparavant dans la timeline de la saga. Selon le chef décorateur Guy Hendrix Diaz, les archives du Skywalker Ranch, qui contient tous les accessoires et décors des productions Lucas, sont si admirablement tenus qu'il n'a pas été nécessaire de refaire le coffre biblique pour le 4e opus. Celui qui est aperçu dans le film est bel et bien l'original de 1981. Au milieu du tournage, au mois de juillet 2007, l'équipe tient une conférence en live pour le salon Comic-Con à San Diego, véritable lieu de pèlerinage pour tous les fans de pop culture. C'est l'occasion pour Steven Spielberg, en moins de 5 minutes, de présenter après 25 jours de travail un Harrison Ford dans son apparat d'Indiana Jones en sale état, mais aussi les 2 sidekicks avec Mac et Mutt, avant de créer la surprise en laissant apparaître à la toute fin l'actrice Karen Allen. Ladies and gentlemen. Take my hand. Marianne Ravenwood. Hey, Comic-Con. It's great to be here on the set of this next Indiana Jones adventure, and great to be back in the boots of Marianne Ravenwood, and I'm just thrilled to be working with Steven and Harrison. So Comic-Con is getting the first peek at us all together as a Family. Yes, as a reborn family. A little older, a lot wiser. A little richer. Le nom du film n'est pas encore dévoilé, mais la hype est à son maximum. D'autant plus que le tournage, loin d'être terminé, continue avec des prises de vue très impressionnantes.
La végétation luxuriante que traversent les protagonistes est celle de la nature sauvage d'Argentine et du Brésil, qui sont l'objet de plusieurs jours de captation en hélicoptère, où les forêts et impressionnantes chutes d'eau forcent le scénariste à adapter les décors du script pour les inclure à l'écran. Les chutes d'Iguazú, notamment, à la frontière entre les deux pays, sont à ce point inimaginables de beauté que Spielberg exige de les intégrer dans le récit. Autre lieu d'exception, la prestigieuse université de Yale à New Haven dans le Connecticut, pour filmer les scènes dans et aux alentours de l'université fictive de Marshall où l'aventurier enseigne. Les nombreux décors intérieurs, créés en studio dans des espaces énormes comme le veut la tradition dans la saga, prennent place cette fois en Californie et non plus à Londres comme dans les précédents opus. 13 plateaux de tournage sont nécessaires, une somme assez rare même pour une production à gros budget, qu'il faut réussir à sécuriser en cette grosse période de production pour la télévision et le cinéma. C'est ainsi que tous les studios d'importance des alentours sont mis à contribution, Sony, Universal, Sony, Warner et Paramount. Parmi les décors construits se trouve le fameux escalier central du temple autour d'une grande colonne ornée de gravures mayas. L'ensemble est d'autant plus complexe qu'en plus d'être gigantesque, il est également animé mécaniquement au passage des 4 acteurs, aidés par 7 membres de l'équipe de cascade, pour une dimension pratique loin d'une solution entièrement de CGI. Le chef décorateur témoigne de ce qui symbolise finalement parfaitement le film en termes de contenu organique. Il y avait des marches de 6 mètres qui pesaient environ 1300 kg chacune. Quand les acteurs commençaient à courir, il fallait les faire se rétracter. Le problème est que nous devions les faire bouger exactement au même moment. Nous avons réfléchi un certain temps et on a décidé de revenir à un système purement mécanique, quelque chose que nous pourrions toujours synchroniser, qui fonctionnerait toujours et dont nous pourrions maîtriser la vitesse. Toutes les marches étaient sur des rails avec câbles et pistons, donc si Spielberg voulait varier la vitesse, nous avions cette marge de manœuvre. Une autre séquence montre des énormes roues actionnées par des trompes d'eau qui nécessitent une très large équipe et un système hydraulique très complexe pour manipuler la bagatelle de 37 000 litres d'eau à la minute. L'intérieur du temple et l'antichambre sont construits, quant à eux, sur l'un des plus grands sets d'Hollywood, le célèbre plateau 16 du studio Warner, originellement conçu pour les besoins du titanesque Cain and Mabel de Lord Bacon en 1936. Ce plateau a la particularité d'avoir été surélevé de 14 à 30 mètres du sol, et seuls de très rares films l'utilisent pour son plein potentiel, comme la scène du toit de Ghostbusters en 1984 ou celle du bateau de The Goonies en 1985. Jamais un Indiana Jones n'avait connu une telle grandeur. Guy Diaz nous a offert des sets extraordinaires. En 40 ans d'existence, je n'avais jamais vu une telle profusion de détails. C'est absolument époustouflant. Ça me rend vraiment, vraiment heureux. En parallèle du tournage, l'équipe d'ILM, fort de 250 employés à plein temps, travaille d'arrache-pied sur la post-production. Avec près de 600 plans à truquer, ce qui se révèle énorme pour un film d'action avec une telle hybridation d'effets, à l'image de la séquence finale où le temple se transforme en particules, l'équipe n'a d'autre choix que de passer du temps en recherche et développement pour ce qui apparaît comme une prouesse totalement inédite dans le milieu des effets spéciaux. L'autre défi est celui du désormais célèbre et décrié Doomtown, lorsque le héros doit survivre à une explosion nucléaire. Au-delà du décor gigantesque construit près de l'aéroport de Deming au Nouveau-Mexique, une très vaste miniature est conçue pendant plusieurs mois sur le parking de Kerner Optical, division d'ILM spécialisée dans les effets optiques, pour être totalement détruite par une énorme explosion, tout juste peaufinée par les effets CGI. Comme toujours avec l'exception de la prélogie Star Wars, Lucasfilm met le numérique au service d'effets principalement analogiques. Pour Steven Spielberg et George Lucas, Kingdom of the Crystal Skull doit répondre à plusieurs exigences. Revenir aux sources des précédents épisodes en étant toujours très soutenu par les effets spéciaux physiques, avec de grands plateaux de tournage et un soin particulier accordé aux détails et aux mécanismes ancestraux. De bien des façons, le film ne dénote pas avec les précédents, et se veut même un exutoire après la prélogie Star Wars qui, elle, ne revenait que difficilement aux sources de la créativité esthétique de la première trilogie. Sur le papier, ce quatrième opus a tout pour réussir. Contre toute attente pour l'équipe de production, l'accueil est glacial. Un élément insaisissable a été oublié.
Indiana Jones est devenu en 20 ans un élément de nostalgie surpuissant, transmis d'une génération à l'autre non plus comme des longs métrages, mais comme un objet culturel inaltérable. Le fantasme projeté par les fans se révélera impossible à satisfaire, aux dépens d'une production d'une qualité pourtant indéniable. Révélé le 2 janvier 2017, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull est plus qu'un nouveau film dans l'imaginaire collectif. En rejoignant la courte liste des titres cultes repris après près de 20 ans d'absence, de la prélogie Star Wars en 1999 à Rocky Balboa en 2006, le long métrage s'expose sans le vouloir à la chasse à l'information qui devient à la fois le secret le mieux gardé d'Hollywood, mais aussi le jeu de piste le plus couru des cinéphiles, prêts à soudoyer les membres de l'équipe technique ou les figurants. Pour brouiller les pistes, Lucasfilm et Paramount enregistrent même plusieurs faux noms en propriété intellectuelle. The City of Gods, The Destroyer of Worlds, The Fourth Corner of the Earth, The Lost City of Gold, The Quest for the Covenant. Le buzz fonctionne et, en cette année 2007, chaque annonce se répand comme une traînée de poudre. Le retour d'un Indiana Jones très musclé au vu des premiers clichés, la réapparition de Karen Allen, la promesse d'une production de qualité, les premières notes composées par le vétéran John Williams, tout est bon pour alimenter une effervescence hors du commun. Paradoxalement, cette attente exacerbée ne sera pas spécialement bénéfique au film. Les passionnés projettent ce 4e opus depuis de longues années et s'attendent à tout moment voir apparaître les noms de Sean Connery ou John Rhys Davies au casting, un retour de l'Arche d'Alliance au cœur de l'intrigue comme l'évoque l'un des noms enregistrés par la production, une rencontre improbable avec Dieu, le mystère des religions révélées et bien sûr tous les clins d'œil possibles au précédent film. L'attente prend fin avec une présentation officielle au Festival de Cannes en France le 18 mai 2008, suivie d'une distribution mondiale en très grande pompe dans 25 langues. Il s'agit ni plus ni moins de la sortie de l'année et de très loin. Avec près de 12 000 copies sur le seul sol américain, le record est absolu pour Paramount. Le pari est réussi, puisque le film culmine à la seconde place au box-office mondial après The Dark Knight de Christopher Nolan. La presse, dès le départ, n'est pas plus divisée qu'elle ne l'était sur le premier opus de 1981. Certains saluent le retour d'une œuvre d'action décomplexée avec Harrison Ford et son charme ravageur, d'autres regrettent la formule un peu facile, mais tout le monde s'accorde pour dire que si les époques changent, le schéma reste strictement le même. La presse n'est au départ pas plus divisée qu'elle ne l'était sur Riders en 1981. Certains saluent le retour d'une œuvre d'action décomplexée, d'autres regrettent la formule un peu facile, mais globalement les retours sont plutôt positifs. Une tendance dénote cependant au fil des jours et des semaines, renforcée par un élément inédit pour la saga, Internet. Cet Indiana Jones n'en serait pas vraiment un. Le film serait même entièrement raté. Loin d'être dupes, George Lucas et Steven Spielberg savent que leur long métrage est voué à échouer aux yeux des fanatiques. Ils l'ont déjà expérimenté à chaque suite d'Indiana Jones ou de Star Wars, de façon systématique et même prévisible. Et la question est alors de se demander de quel monde se revendique vraiment ce 4e opus. Le cinéma de Steven Spielberg a beaucoup évolué. Il s'est fait plus précis, moins fanfaron, comme le suggérait le virage amorcé sur The Last Crusade, et l'avènement des 2 œuvres majeures bien qu'opposées, sorties la même année en 1993, Jurassic Park et La Liste de Schindler. Sa production reste d'une qualité extraordinaire en termes de mise en scène, symbolisme, dimension artistique et technique, ainsi que de choix et traitement des sujets. L'arrivée de Crystal Skulls se fait par conséquent dans un climat de confiance relative avec le public, puisque plus fort que jamais, le couple Lucas-Spielberg est encore très puissant à Hollywood. C'est ce que donnerait toutefois une lecture peu approfondie des dernières années écoulées. Si le 4e opus d'Indiana Jones a effectivement été très souvent repoussé, c'est aussi et surtout pour laisser place à un autre gros chantier de George Lucas, énorme, titanesque et même extrêmement redouté. Le retour de Star Wars au cinéma doit désormais composer avec les attentes écrasantes des spectateurs, souvent contradictoires qui plus est, et qui ont surtout la particularité de venir d'un public ayant énormément évolué. Les fans de la première heure ont fait des enfants, voire des petits-enfants, la passion s'est transmise d'une génération à l'autre, et c'est en véritable culte que la licence aborde sa 3e décennie. À tel point que la cristallisation de l'œuvre telle qu'elle le fut en sa glorieuse époque dépasse toute autre considération. Et peu importe la manière dont elle est abordée, la prélogie était selon de nombreux observateurs, Lucas en premier, vouée à l'échec. Ses illusions sont brisées depuis un moment,
et 4 mois avant la sortie de Crystal Skull, Lucas sait pertinemment ce qui l'attend. Les fans sont tous en colère, ils le sont toujours. Et pourquoi il fait ça comme ça? Et pourquoi il ne fait pas ça comme ça? Ils écrivent leur propre scénario. Du coup, si vous ne faites pas leur film, ils sont en colère. Vous avez juste à vous préparer à recevoir des pierres et des tartes à la crème, parce que vous allez en recevoir plein. La dimension pernicieuse de cette détestation s'installe durablement, comme le marqueur d'une époque qui change avec Internet. Crystal Skull est largement conspué, bien au-delà du raisonnable, sur les réseaux sociaux qui font désormais battre le rythme des débats. Sur le site de référence IMDb, nombreux sont les fans en colère qui concluent leur avis par des notes exagérément basses, faussant les moyennes générales comme une façon de punir le choix des auteurs. Et tout cela n'a strictement rien d'anecdotique. Ces nouveaux outils inscrivent dans le marbre, comme ce ne fut jamais le cas auparavant, les réactions épidermiques pour les générations à venir. Ces dernières ne se rappellent pas, puisque rien ne conserve réellement les opinions d'alors, que le second opus a été aussi, voire plus malmené que le quatrième en son temps, comme si le cinéma d'alors, devenu culte entre-temps, a toujours été considéré comme parfait et intouchable. Les rancœurs sont tenaces. Si le film est un succès commercial, les notes moyennes des critiques et des spectateurs, quand les avis extrêmes inhabituels sont mis à part, indiquent clairement que le film est loin d'être détesté. George Lucas ne dit mot sur l'échec critique relatif et très largement grossi par la marche ubuesque des réseaux sociaux, qui continuent de tourner le film en dérision comme le vilain petit canard cible de toutes les attaques. Spielberg brise le silence en s'exprimant à Empire en 2011, mais une phrase est reprise massivement, isolée du reste, et nombreux sont ceux qui estiment que lui-même n'aime pas le résultat, alors qu'il n'en est rien. Je suis très heureux du film. Je l'ai toujours été. Je rejoins les gens qui n'aiment pas le MacGuffin car je ne l'ai jamais aimé moi-même. George et moi avons eu des grosses disputes à ce propos. Je ne voulais pas avoir des trucs comme des aliens ou des êtres dimensionnels. Cependant, je suis loyal envers mon meilleur ami. Quand il écrit une histoire, il croit en elle, même si je n'y crois pas moi-même. Et je vais tourner le film de la façon dont il l'a imaginé. J'y rajoute mes propres touches, j'apporte mes équipes. Je vais le faire de la façon dont je veux le faire, mais je me réfère toujours à George comme le storyteller de la série Indy. Je ne le combattrai jamais sur ce terrain. George Lucas l'avait prédit après l'expérience quasi traumatisante vécue sur la prélogie Star Wars. L'enthousiasme et l'innocence du public est, en 1999, à l'opposé de celui de 1977. L'œuvre n'appartient déjà plus à George Lucas, qui paye des années à construire un univers étendu très dense, répondant que très vaguement aux attentes supposées du public sans offrir de réelles suites au cinéma qui auraient pu accompagner la maturité du public originel. En infantilisant les spectateurs, en développant le concept du merchandising et de l'univers étendu parfois sans réel contrôle qualitatif, la saga ne pouvait qu'échouer en devenant un objet au centre de toutes les crises démentielles de possession des fans, ne pouvant plus s'accorder avec celle d'un artiste indépendant, même si cet artiste est George Lucas. Star Wars a été un phénomène de société 20 ans auparavant, et se voit désormais confronté à la nécessité de devoir plaire à un public qui anticipe le plus infime des développements. Comme le soulignent de nombreux observateurs, la hype est tellement phénoménale face au retour de la saga que Lucas a provoqué sans le vouloir des attentes absolument monstrueuses de la part des fans et plus largement du public, mais des attentes qu'il ne pouvait évidemment pas atteindre car confinant au fantasme pur, tuant par là même toute l'efficacité d'une histoire pourtant bien ficelée. Très éprouvé par l'accueil, Lucas n'en est malgré tout pas à sa première expérience. Return of the Jedi et Temple of Doom ont été très froidement accueillis par les fans en leur temps. Depuis, ces films sont acceptés et appréciés pour ce qu'ils sont. En réalité, le temps a passé. Ce qu'étaient les films à leur époque n'est plus raccord avec l'époque actuelle. Indiana Jones fait son retour dans une période où il est déjà trop vieux pour justifier sa présence, aussi bien en 2008 à la sortie du film qu'en 1957 où se déroule l'action. Et pour beaucoup, l'histoire et le personnage ne sont pas spécialement mauvais, juste déphasés avec leur temps. Contrairement à la calamiteuse prélogie de Star Wars, le film ne fout pas en l'air nos précieux souvenirs, mais il n'apporte rien. En fait, il est comme un très très long épilogue, comme les 6 ou 7 fins que Peter Jackson a rajouté à son Return of the King. Le film n'est pas si détesté que cela, à en juger par les retours des spectateurs sur les diverses plateformes d'agrégateurs d'avis. Dès le départ, le film divise quelque peu, mais les notes positives prennent largement le dessus. Les détracteurs pointent du doigt l'identité de la saga, qui se situerait désormais plutôt entre X-Files et Ghostbusters, avec beaucoup trop d'humour et des méchants peu charismatiques. Que cela soit simplement le choix de l'auteur ne semble pas être la question, pourtant elle l'est. Est-ce un mauvais film, c'est-à-dire mal réalisé, mal mené, mal composé ou mal interprété ?
Pas moins que les précédents, mais cela semble secondaire. Il n'est juste pas comme il faudrait. Et les détracteurs peinent à renouveler leur diatribe, pourtant violente, pour justifier un rejet strict, mais finalement très proche des avis d'époque quant à Temple of Doom. Étrangement, de nombreux avis pointent l'authenticité du film, et surtout son recours aux nombreux effets pratiques, un choix salué à une époque où la CGI est devenue abusive. Paradoxalement, et même si Indiana Jones 4 n'abuse en rien de la CGI, cet argument sera finalement retourné contre lui. Une scène en particulier semble cristalliser les mécontentements, mais qui n'apparaît pas dans les premières critiques. Lorsqu'Indiana Jones sauve sa vie dans un réfrigérateur pour échapper à une explosion nucléaire, Internet trouve progressivement une nouvelle formule pour remplacer le célèbre Jumping the Shark tiré d'un épisode de Happy Days avec Nuke the Fridge, respectivement sauter par-dessus le requin et atomiser le frigo. L'expression symbolise le moment où une œuvre perd subitement en crédibilité, comme dans l'épisode de la série en 1977 où le personnage de Fonzie saute par-dessus un requin pendant une séance de ski nautique, faisant basculer Happy Days dans l'absurdité. Contrairement à la croyance populaire, l'expression Jump the Shark est très récente et date de l'ère d'Internet. Rien ne dit que les spectateurs de l'époque ont eu une impression étrange en voyant la scène, et pas juste apprécier une série qui n'avait pas d'autre intention que de divertir. L'invention de cette expression vient d'une démarche visant à trouver des moments drôles et inopportuns à la télévision et au cinéma pour alimenter un site participatif. Ces expressions ne sont donc jamais spontanées, mais bel et bien pensées pour appuyer un fait quelconque et le rendre populaire par comique de répétition sur les forums. La scène de la bombe atomique n'est pas ridicule en soi, elle a été tournée en ridicule et montée artificiellement en symbole de l'absurdité. Spielberg accuse légèrement le coup, lui qui aime à imaginer des situations ubuesques et qui est, face au sérieux de Lucas, le véritable géniteur des idées loufoques des précédents films Indiana Jones, par ailleurs adoré des fans, comme la scène de survie irréaliste sur le sous-marin nazi de Raiders, la scène du radeau aérien de Temple of Doom, ou le passage dans les catacombes inondées de pétrole de The Last Crusade, où l'on peut ouvrir les yeux en nageant. Normal quoi. Les gens ont sursauté quand Indy entre dans un réfrigérateur pour être projeté dans les airs par le souffle d'une bombe nucléaire. Blâmez-moi, ne blâmez pas George, c'est mon idée stupide. Les gens ont arrêté de dire Jump the Shark, maintenant ils disent Nuke the Fridge. Je suis fier de ça, je suis heureux d'avoir pu amener ça dans la culture populaire. George Lucas, précisément, clôt le débat en 2012 dans une interview du New York Times, en affirmant que Spielberg cherche à le protéger, pensant à la réaction des fans d'aujourd'hui. La scène du réfrigérateur serait bel et bien son idée, issue d'une étude très sérieuse. Si Indy ne se brise pas le cou, s'il peut ouvrir la porte après l'atterrissage, alors il peut, en réalité, survivre à l'explosion. D'ailleurs, le corpus scientifique est divisé sur la question, mais la scène reste, globalement, pour un film d'action avec un peu de folie, tout à fait plausible. Et il n'en fallait pas moins pour agiter ce qu'il restait des passionnés, pour analyser, décortiquer et confondre les propos de George Lucas à l'aide de savants calculs pour prouver, par A plus B, l'impossibilité de survie dans un réfrigérateur suite à une explosion nucléaire, ce que s'amusent à faire très sérieusement les joyeux drills du site Overthinking It. Là également, la scène n'est jamais pointée du doigt dans les premiers avis, que cela vienne des spectateurs ou de la presse. Village Voice, qui détruit le film sans ménagement, lui accorde même une qualité, et cette opinion n'est pas isolée en 2008. Il y a quand même une séquence brillante qui se déroule dans un décor de banlieue modèle que l'armée utilise pour tester des bombes nucléaires. On nous rappelle, dans un éclair aveuglant, que l'Indiana Jones qui a vaincu les nazis n'est pas fait pour l'âge atomique. Le film ne cherche pas à explorer la moralité des États-Unis dans les années 50, pas plus qu'il ne cherche à explorer la moralité d'Indiana Jones. C'est juste une séquence cherchant à créer une nostalgie instantanée qui sera vendue sous forme de set de figurines dans les supermarchés à côté de chez vous. Comme pour Star Wars, George Lucas a commis une erreur en évitant le retour d'Indiana Jones dans les années 90. En créant une discontinuité de presque 20 ans, la cristallisation des films originaux en standard absolu empêche de nouveaux films d'être pleinement acceptés. Désormais, la création s'inscrit dans une ère où la nostalgie ne s'installe plus naturellement, mais s'impose, s'analyse et se commente instantanément.
Quand les critiques négatives ou positives s'entendaient sur le fait que la scène du réfrigérateur était l'une des très bonnes trouvailles dans l'esprit de la saga, il est désormais honteux de défendre le film et en particulier cette scène, car un mème est fait pour être moqué, pas pour être sincèrement aimé. Car si Indiana Jones est peu adapté aux années 50 de son récit, et c'est là tout le propos décalé du film, il n'était surtout pas adapté aux années 2000 de sa sortie. Mais avec le 5e film, les avis reprennent rétrospectivement des couleurs positives, et de nombreuses voix s'élèvent pour défendre le 4e opus, non pas comme un film parfait, mais comme un titre n'étant ni un ratage ni une honte, comme l'explique le plus simplement du monde de nombreux utilisateurs sur IMDb, faisant enfin preuve, plus de 15 ans après la sortie du film, de recul. Steven Spielberg défend son film contre vents et marées, mais il dit aussi qu'il n'aime pas son MacGuffin. Car oui, Crystal Skull n'est pas un film parfait, et va même rejoindre Temple of Doom dans un développement historique un peu étrange, puisqu'il prend une fausse légende comme argent comptant pour y développer son intrigue. Et c'est bien là le véritable échec du film, puisqu'il met à mal la crédibilité entière de son héros. Le MacGuffin de ce 4e opus d'Indiana Jones est ironiquement basé sur des artefacts de la vie réelle, mais qui sont désormais confirmés comme étant des faux. Et il s'agit même d'une des plus grandes supercheries de l'histoire moderne. À l'origine, les crânes de cristal sont prétendument millénaires, datant de l'époque précolombienne de la Mésoamérique. Ils sont réalisés dans du quartz, matière robuste aux propriétés remarquables, considérée par de nombreuses civilisations comme source de pouvoirs merveilleux. De nombreux autres crânes existent, et les plus fameux le sont car intégrés dans des collections de grands musées nationaux. Le premier apparaît chez un antiquaire parisien célèbre en 1881, Eugène Boban, ayant la particularité d'avoir vécu au Mexique sous contrôle français, spécialisé dans les reliques anciennes et qui est même mandaté par le pays pour retrouver des pièces historiques, qui se retrouvent pour certaines à l'exposition universelle de Paris en 1867. L'un des crânes termine même sa course au très respecté British Museum. De très nombreux autres modèles existent, avec des formes parfois bien étranges, tous faits d'une variété de quartz et généralement trouvés en Amérique centrale. Tous ces artefacts ont la particularité d'avoir été déterrés au XXe siècle et contribuent à alimenter la fascination dont ils sont l'objet, avec la complicité ignorante des musées occidentaux. Certains abordent même des contours presque inhumains, d'où proviennent les fantasmes d'extraterrestres sur lesquels repose l'histoire du 4e opus d'Indiana Jones. Mais avec les interrogations du milieu archéologique et scientifique, il est désormais certain que tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Ces crânes se présentent avec des surfaces entièrement lisses, donc fabriqués à l'aide d'outils modernes. Le quartz utilisé, quant à lui, ne peut provenir de la Mésoamérique, mais plutôt de l'Amérique du Sud. Enfin, les modèles de crânes seraient de type européen et non américain. De fil en aiguille, tout converge vers des faussaires d'antiquité basés en Allemagne à la fin du 19e siècle, spécialisés dans la fabrication de faux objets précolombiens avec du quartz importé du Brésil. La légende reste malgré tout tenace, et beaucoup croient encore au pouvoir des crânes de cristal, voire qu'il ne s'agirait en réalité pas de sculptures, mais bien de réels crânes de créatures venant d'ailleurs. Et c'est sur ce postulat que George Lucas écrit son scénario, mais contrairement aux précédents films et la série, la base historique est tout simplement fausse et de fait bien connue lors de l'écriture du film, renforçant alors l'idée d'un MacGuffin finalement très malvenu pour la crédibilité de l'œuvre. L'autre grande idée développée dans le film est la cité légendaire d'Akator, située quelque part en Amérique du Sud, lieu mythique que les conquistadors ont longtemps cherché en pillant le continent au XVe et XVIe siècle. Au premier abord, rien n'est ici dissonant avec la saga Indiana Jones, d'autant que l'univers étendu a déjà exploré cette voie dans un comics se déroulant en Bolivie en 1936, Good as Gold de Linda Grant et Steve Ditko, à la recherche de l'endroit légendaire, mais qui se révèle être un piège des Incas pour tromper l'envahisseur européen, une aventure qui est presque citée dans le 4e film. Mais le plus intéressant est à venir. George Lucas ne base pas simplement son histoire sur la supercherie notoire des crânes de cristal, mais aussi sur une légende urbaine moderne de l'Eldorado, en réalité une sinistre affaire d'escroquerie et de meurtre au Brésil dans les années 80. En Amérique du Sud, Tatun Canara est un chef de tribu sans histoire et le gardien d'un secret millénaire, celui de l'existence d'une cité perdue en Amazonie, ce que les conquistadors appelaient l'Eldorado. Le journaliste allemand Karl Brugger écrit un livre sur cette histoire en 1976, The Chronicle of Akakor. Curieusement, le récit explore une possibilité que personne n'envisageait encore, celui d'un lieu bâti par des extraterrestres. La préface est d'ailleurs signée Erich von Däniken, essayiste suisse connu pour avoir développé et popularisé la théorie des anciens astronautes.
Tadunka Nala devient même très populaire, attirant des touristes fortunés, des chasseurs de trésors du dimanche et autres aventuriers en herbe, avides de ces histoires d'extraterrestres et de cités perdues. Le véritable grand aventurier Rudiger Neberg, respecté dans le milieu très fermé des explorateurs, l'a même sollicité comme guide dans la région. Cet Indien mystérieux serait-il la clé de la légende? L'histoire était cependant trop belle. Nala serait en réalité Gunther Hawk, un Allemand expatrié, véritable illuminé schizophrène très porté sur la croyance d'êtres supérieurs visitant la Terre. Il n'est pas un Indien d'Amérique du Sud, malgré les papiers officiels du gouvernement brésilien, et est soupçonné de meurtre. Il aurait même tenté de tuer l'explorateur Neberg en le noyant dans le Rio Negro. Le journaliste Karl Brugger, auteur du livre lui étant consacré, est lui-même assassiné à Rio de Janeiro en 1984, mais Nala n'a jamais été inquiété, faute de preuves. Akakor n'a donc en réalité rien à voir avec l'Eldorado, renommé Akator pour les besoins de Crystal Skull. C'est évidemment dommage qu'une histoire aussi ubuesque ait servi de base d'inspiration à George Lucas, n'aidant une nouvelle fois pas la crédibilité associée à ce 4e film des aventures d'Indiana Jones. Avec ses maladresses venant entacher l'imagerie historique et archéologique de la saga, la question mérite d'être posée. Que reste-t-il d'Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal plusieurs années après sa sortie ? Au centre de toutes les moqueries sur internet, conspuées par les fans, basées sur des supercheries historiques, le 4e opus de la saga de George Lucas est malmené, et il y a réellement de quoi se poser la question. L'œuvre serait-elle si mauvaise que cela, à la fois dans ses intentions que dans sa production? Il est curieux que Steven Spielberg, très grand réalisateur au demeurant, sinon le plus grand de sa génération, soit tout d'un coup auteur d'un très mauvais film, qui par coïncidence serait celui qui divise le plus les fans quant à l'identité du héros et de la saga. Serait-il possible qu'Indiana Jones 4 soit une œuvre mal pensée mais malgré tout parfaitement menée, le premier point occultant le second? Car bien que les voix s'élèvent progressivement pour dénoncer un film raté, au départ et objectivement, la majorité salue une œuvre donnant une leçon de production en CGI de l'époque, avec des effets pratiques et des décors réels bel et bien existants, de surcroît en très grand nombre. D'autant plus que les plans truqués ne sont pas spécialement plus nombreux qu'ailleurs dans Crystal Skull, et ont toujours une fonction précise à l'écran, celle d'immerger le spectateur dans une ambiance et esthétique particulière en forçant le trait, tout comme Raiders avec ses statues en carton-pâte de plusieurs tonnes qu'Indiana Jones fait basculer sans effort. Ainsi, ce 4e opus est fustigé pour une prise de position artistique assimilée à de la paresse, voire de la compétence, alors qu'il déploie une quantité d'effets pratiques très supérieure à la moyenne des blockbusters en 2008, et en considérant aussi que les 3 précédents films avaient aussi des effets numériques chez ILM. Il n'y a pourtant pas d'interprétation complexe quant à l'imagerie voulue d'Indiana Jones 4. La CGI est minimisée, utilisée à des endroits complexes quand nécessaire, et laisse largement sa place à de nombreuses scènes en décors construits d'une qualité digne des 3 précédents films, comme en témoigne la formidable séquence d'explosion nucléaire sur une immense maquette, entièrement détruite par effets pyrotechniques et peaufinée par ILM en post-production. Restent quelques effets dommageables comme les scènes des scorpions ou des fourmis qui tranchent avec les véritables insectes, araignées et serpents des précédents films. Mais les scènes d'action, elles, sont réelles, comme le souligne Harrison Ford. Nous avons fait toutes les cascades avec les méthodes de l'époque. La grosse différence cette fois, c'est qu'ils ont bien pensé à la manière de nous sécuriser. Ainsi, une partie des scènes de poursuite dans la jungle sont réelles, tournées à Hawaï, Harrison Ford étant d'ailleurs aussi entraîné que certains membres de l'équipe de cascadeurs au grand étonnement de l'équipe technique. Le passage dans la jungle avec la scène des sables mouvants est certes tourné en studio, mais avec l'exacte même formule que la scène de nuit dans la jungle de Temple of Doom. D'autres clins d'œil qui sont plutôt des fondamentaux que ce 4e opus n'oublie jamais, parlent encore en faveur du soin pris par la production. Dans le premier temple, Indiana Jones et Mutt découvrent la dépouille du conquistador Francisco de Orellana, ce qui peut faire penser à la scène de la tombe de Sir Richard de The Last Crusade, alors qu'en fait, la séquence dans Crystal Skull est plus proche de celle du temple du début de Raiders, avec ses pièges mécaniques entièrement conçus par des effets pratiques et sa superbe photographie, le tout sans CGI, ce que même la séquence des épreuves finales de The Last Crusade s'autorise pourtant. Indiana Jones se fait bien souvent voler la vedette par son fils, autre point de malaise pour un public qui décide de ne rien laisser passer, alors que la formule reste globalement la même que celle du sidekick à la demi-lune, même si, il faut l'admettre, Mutt est particulièrement arrogant et donc agaçant.
La scène en moto est pourtant un clin d'œil jubilatoire au 3e opus, où le vieillissant Indiana Jones semble prendre la place de son père. Le drame de cette séquence, comme d'autres, est d'avoir pris le parti du second degré, comme dans les précédentes aventures, sans prévoir que cela n'amuserait pas une partie du public de voir le héros tomber temporairement de son piédestal. Restent de nombreuses belles séquences, à l'imagerie très bien pensée, mais qui ne s'accordent toujours pas avec la dissonance d'un scénario sur fond d'anciens astronautes extraterrestres, ce qu'Indiana Jones, pourtant contemporain de cette période, n'avait visiblement pas le droit d'aborder. Que dit alors ce 4e opus sur l'héroïsme décomplexé d'Indiana Jones, mais dans une formulation qui fait grincer les dents de quelques valeureux contradicteurs. Avec le retour de Marion Ravenwood des tréfonds du début des années 80, le film ne perd pourtant pas sa forme olympique. Les deux acteurs principaux retrouvés et vieillissants tiennent le rythme d'un bout à l'autre de la narration, accompagnés du professeur Oxley incarné par le non moins vaillant John Hurt, tout en distançant très aisément le jeune Mutt Williams, interprété par Shia LaBeouf, relégué à des acrobaties de singe dans la jungle. Ce qui frappe pourtant plus que le reste est bel et bien la saveur nostalgique du cinéma d'antan qu'affectionnent Lucas et Spielberg. Car comme à leurs habitudes, la ligne morale d'Indiana Jones est claire et suit sans broncher les valeurs manichéennes d'un film qui se perd quelque peu dans une époque définitivement différente. Les héros de l'année 2008 ont un développement plutôt sombre. La ligne de démarcation du bien et du mal tend à devenir de plus en plus floue. Le torturé Batman de Christopher Nolan, le vendeur d'armes Tony Stark de Jon Favreau, l'anti-héros John Hancock de Peter Berg, ou encore l'agent aux méthodes expéditives James Bond de Mark Forster. Dans l'époque moderne, Indiana Jones et son humour décomplexé, avec sa conquête de 50 ans passés et un fils insolent, contre le mal absolu incarné par l'armée rouge de Staline, ne cadre plus vraiment ni avec les attentes du public, ni avec la définition de l'héroïsme telle que les superproductions modernes l'ont désormais définie. En voulant incarner un changement en 1981, George Lucas ne pensait pas que cet héroïsme deviendrait désuet 27 ans plus tard, et cette simple observation est tout simplement accablante pour l'industrie que pour les spectateurs boudant la véritable seule vision d'auteur grand public de l'année, au milieu de toutes les productions survendues et se ressemblant finalement un peu toutes. Crystal Skull, ce 4e opus mal aimé mais malgré tout réussi, avec ses références historiques chancelantes mais aux visions iconiques de temples oubliés comme un certain cinéma d'antan savait le faire, s'avère finalement une bonne leçon de cinéma d'un héroïsme désormais perdu, à la dimension nostalgique évidente, mais que son héros incarne plus que jamais avec brillance, émotion et sourire. Ce même sourire quand, une fois marié avec Marion Ravenwood, et malgré l'absence du père, Indiana Jones arrache son emblématique chapeau à son fils, qui se voyait déjà lui succéder. George Lucas, Steven Spielberg, John Williams et Harrison Ford, après plusieurs décennies de cinéma, n'ont toujours pas dit leur dernier mot en 2008. Tant pis pour les détracteurs, les autres s'en délectent sans complexe avec une bonne dose de popcorn, ce qui était déjà l'argument principal de Raiders en 1981. Pendant un temps, Crystal Skull était considéré comme le dernier film d'Indiana Jones. Pouvait-il seulement connaître un avenir, tout au plus une dernière suite, incarnée par un Harrison Ford de plus en plus vieux? C'est oublier un point fondamental. Toutes les histoires sont vouées à être oubliées, rangées dans de vieilles bibliothèques et consultées par des érudits dont la seule fonction est de perpétrer les événements passés, destinés à influencer ceux les succédants. À l'aube des années 90, George Lucas comprend bien que si ces héros sont éternels, leurs incarnations ne le sont pas. L'immortel Indiana Jones peut-il se défaire du mortel Harrison Ford? Il convient alors de transcender le héros dans d'autres formules. Il s'agit, comme pour Star Wars, de la constitution du très riche univers étendu, et à plus forte raison de l'ambitieuse série télévisée. Ce que je vous raconte dans les prochains épisodes de l'histoire d'Indiana Jones sur MacGuffin Maker.